c'est un projet qui est financé par l'Union européenne et qui est mis en œuvre dans 4 pays de la sous-région d'Afrique centrale. Au Gabon, il est mis en œuvre par Rainforest. C'est un projet, n'est-ce pas, qui vise à renforcer et à promouvoir les droits de l'homme, n'est-ce pas, dans l'environnement, sur les terres et dans la gestion des ressources naturelles. L'un des objectifs spécifiques, n'est-ce pas, porte sur la promotion des droits des communautés et des défenseurs de l'environnement dans le secteur des ressources naturelles. Et c'est justement dans ce second objectif que s'inscrit l'activité qui a été menée, portant sur l'analyse ou l'évaluation de la mise en œuvre du droit au partage des bénéfices en République gabonaise. Que le droit au partage des bénéfices est basé sur le fait que l'exploitant forestier doit partager, n'est-ce pas, une partie de ses bénéfices avec les communautés riveraines de son exploitation, de sa concession forestière. Et ces bénéfices peuvent prendre plusieurs formes. L'une des formes, c'est une forme pécuniaire, donc à travers le financement des projets de développement. Une autre forme, n'est-ce pas, peut-être le recrutement de la main-d'œuvre locale. Une autre forme encore peut être la collecte des rebuts ou des déchets de l'exploitation par les communautés locales. Mais pour ce qui est du cas du Gabon, le code forestier a plutôt privilégié l'aspect pécuniaire avec l'alimentation d'un fonds de développement local, lequel, n'est-ce pas, va servir à financer les projets d'intérêt communautaire initiés par les communautés locales. Comment cela fonctionne? Donc, il y a une base de calcul qui a été arrêtée, qui est prévue, à savoir 800 francs par mètre cube de bois coupé. Et cette base-là, ces 800 francs, n'est-ce pas, sont multipliés par la production de l'année N-1, ce qui constitue le fonds de développement local global. Et dans ce fonds de développement local, il y a 3 types de dépenses qui peuvent être faites. Les appuis ponctuels qui ne sauraient dépasser 3%, je crois. Les frais de fonctionnement du comité de gestion et de suivi de projet qui oscillent entre 3 et 5%. Et le reste, n'est-ce pas, permet de financer les projets d'intérêt communautaire. Quelle est la structure chargée de gérer ce droit au partage des bénéfices ou alors de mettre en œuvre le droit au partage des bénéfices? L'arrêté parle d'un comité de gestion et de suivi de projet, à la tête duquel se retrouve le représentant du gouverneur qui est généralement le préfet. Et dans ce comité, nous avons le représentant de l'administration des eaux et forêts, représentant local de l'administration des eaux et forêts, qui joue le rôle de rapporteur et qui en même temps doit confirmer l'exactitude des données de l'exploitation qui sont fournies par l'exploitant forestier. Et toujours dans ce comité, il y a les représentants de la mairie et représentants du conseil départemental. Les communautés apparaissent donc comme la dernière catégorie de représentants et ils sont au nombre de 2 par village. Il s'agit d'évaluer, voir le niveau de la mise en œuvre d'abord de la mise en œuvre des cahiers de charges contractuels et surtout de la réalisation, parce que la mise en place des cahiers de charges, à l'intérieur, il y a les populations qui proposent des projets communautaires qui vont être développés ou qui vont être réalisés avec les fonds issus donc, de l'exploitation forestière qu'on appelle fonds de développement local. Donc, où en sommes-nous? Est-ce que le processus avance? Est-ce que les populations bénéficient réellement? C'est ça que nous avons essayé de voir dans la plupart des localités où nous sommes passés. Au niveau de Mamiengue, votre partenaire chez Mouichi Environnement passe de temps en temps pour pouvoir voir ce qui se fait. Et après l'installation de l'opérateur, il est demandé à ces derniers donc, de signer le cahier de charges
avec les populations. Donc le président, le préfet que je suis, j'organise une réunion tripartite qui regroupe donc l'administration, les populations et le partenaire. Au cours de cette réunion, les populations vont présenter un certain nombre de doléances qui ne sont pas imposables à l'opérateur. Donc on essaie un peu de voir en fonction des capacités de l'opérateur, et ce qui est accepté est consigné dans ce document qu'on appelle le cahier de charges. Nous suivons donc l'exécution de ce cahier de charges. Au niveau de la Tamba Magoti, je pourrais dire c'est un concept nouveau. C'est vraiment un concept nouveau parce que ce n'était pas vraiment au bout du jour par ici. Voilà. Donc, c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place. J'en veux pour preuve, le premier cahier de charges, nous l'avons signé en présence de nous ici, parce que nous avons bien voulu impliquer cette ONG qui nous assiste de temps en temps. Et le second cahier de charges, c'est à Mandilou avec EFQ. Et là, nous sommes en train d'aller, nous sommes au 3e cahier de charge. Cette fois, c'est avec SICT à Guidouma. Ouais. À ce jour, ce sont les 3 cahiers de charge qui ont été signés. Personnellement, lorsque on va souvent signer des cahiers de charges contractuels, ça se passe bien. Maintenant, en vérité, il reste l'application. L'application sur le terrain. Les montants sont connus. Maintenant, il faut la volonté des villageois, enfin des autochtones, qui doivent décider de ce qui doit se faire chez eux. Et aussi la volonté de l'opérateur, parce que le compte est au nom de l'opérateur, ce n'est pas de l'argent liquide, mais plutôt les projets communautaires. Ça, je pense que pour ça, ça se passe très bien. Mais maintenant, sur le terrain, il n'y a pas encore... En fait, ce n'est pas encore visible. Ce qui est vrai, c'est que le dossier traîne. Et après les 3 jours, nous étions réunis avec monsieur le préfet, le chef de cantonnement, justement parce que nous avons fait un papier. Je vais vous donner une copie de cette lettre. C'est-à-dire que les populations ont remarqué que Quentin n'obtempérait pas, ne s'exécute pas. Normalement, on devait être là. Chaque fin du mois, on devait être au moins, les représentants devaient être au moins informés que bon, cette fin du mois, il y a eu tant de mètres qui me coupaient, même pas roulés, mais tant de mètres qui me coupaient au moins. On devait avoir ces informations, mais nous n'en avons pas. Les autorités viennent, c'est déjà fait là-bas, et puis on vient nous informer que voilà, signé pour 900 000, on signe pour 900 000. Depuis la signature du cahier de charge, jusque-là, nous n'avons pas encore présidé de réunion avec le président du comité de suivi de projet. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec le forestier qui est Warren. Il m'avait dit qu'il n'avait pas le temps pour trouver un moyen de se déplacer Libreville afin de réaliser le projet que nous avons mis en place. Bon, jusqu'alors, ça ne voit pas le jour. Bon, certes que pour la petite production qu'ils nous avaient présentée, parce que ce n'était pas long, parce qu'ils sont venus s'installer au mois de août. De août en janvier, vous voyez qu'il n'y avait pas
procès de production. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Bon, juste, ils nous ont dit le nombre de mètres cubes qu'ils avaient travaillé. Ce sont les chefs de cantonnement, les directeurs provinciaux des eaux et forêts qui doivent appuyer les préfets sur l'applicabilité de l'article 251. Donc là, on trouve qu'il y a des manquements. Alors, à qui profite ce silence ou à qui profite le manque d'application de cette loi et du processus qui a été élaboré? C'est-à-dire que l'exploitant forestier peut avoir sorti 10 000 mètres cubes et ne peut être déclaré que 500. Les exploitants forestiers sont de connivence avec les agents des eaux et forêts. La société qui est à Ikoy, elle a payé les groupes, elle a payé des câbles, elle a payé des médicaments. C'est des actions qui sont visibles parce que j'ai été lorsque ça s'était déposé. Le reste, il y a certains à peine viennent de s'installer. Certains n'ont même pas 6 mois. D'autres n'ont même pas 1 an. À peine, ils viennent de débuter le travail. Mais pour certains, il faut avouer qu'il y a un manque de volonté. Et souvent, on est obligé de taper la main sur la table pour le recadrer. Jusqu'alors, on n'a pas planifié ce projet-là. Mais on s'est attendu d'abord avec mon chef de regroupement qu'on ne peut pas garder une somme comme ça sans qu'il y ait un projet. Et le projet que nous avons élaboré, c'était pour payer les chaises et une tente qui pouvait nous aider en cas de problème dans le village. Pour les projets, ça traîne, vous savez, nous sommes dans les villages. À chaque fois qu'il y a un projet où on parle de l'argent, où les populations ne sont pas directement impliquées, en rapport avec les billets, vraiment tout le monde est désintéressé. On se rend compte qu'il y a des communautés qui n'arrivent pas souvent à présenter les projets communautaires parce qu'elles pensent que l'idéal pour elles, ce serait de recevoir de l'argent de la part des opérateurs économiques. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème au niveau culturel qu'il faut encore travailler, faire en sorte que les populations pensent d'abord à la communauté et non à l'individualisme. Ce qui est dit dans l'article 251 pour le partage de bénéfices et qui ressort bien dans l'arrêté 105, c'est que les opérateurs économiques du secteur forêt doivent reverser dans un fonds de développement local qui bénéficie aux populations 800 francs par mètre cube de bois coupé, c'est ce qui doit revenir aux populations. Alors ce qu'on remarque, c'est que lorsque les populations ont choisi des projets, eh bien la mise en œuvre, la réalisation, la sortie d'argent traîne. Le premier constat est que les processus ont du mal à démarrer en l'absence d'un appui de la société civile. Et nous en voulons pour preuve que dans les 3 départements rencontrés, c'est toujours sous l'initiative de la société civile que le processus a été déclenché. Ça a été le cas à Levindo, ça a été le cas à Tsamba Magotsi, c'est également le cas dans le Hounten. Donc il a fallu qu'il y ait une initiative et un accompagnement de la société civile pour que les choses se mettent en place. Il ressort quand même qu'il y a beaucoup d'épesanteurs, il y a beaucoup de blocages, il y a parfois un manque de volonté qu'on a constaté auprès des parties prenantes. Donc sur la base des différentes observations qui ont été faites, nous nous sommes permis de formuler quelques recommandations. La première recommandation porte sur le renforcement des capacités de tous les acteurs. Comme nous l'avons dit, il y a un gros problème à maîtriser la démarche, n'est-ce pas, telle qu'elle est prévue par l'arrêté 105 et renforcée par le guide d'application.
La deuxième recommandation que nous pouvons formuler au sortir de cette étude porte sur le calcul du FDL. Nous préconisons qu'il soit fait sur la base de la cartographie participative ou de ce que nous appelons certification d'affinage villageois. Cela permettrait aux communautés de bénéficier en fait des montants réels qui leur sont dus par les exploitants forestiers qui impactent leur mode de vie. Une autre recommandation concerne les actions visant à lever tout ce qu'il y a comme suspicion aujourd'hui sur la production. Est-ce qu'il ne sera pas nécessaire à un moment que les communautés aient tous les éléments qui permettent de définir la production annuelle de l'exploitant forestier? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire que les carnets ou alors les éléments qui ont permis, n'est-ce pas, de calculer le montant de la quantité ou la valeur de la production annuelle soit mis à la disposition des communautés afin d'éviter ces suspicions? Nous pensons que les différents acteurs devraient réfléchir dans ce sens. Toujours au chapitre des recommandations, il est important que les comités de gestion et de suivi de projets fonctionnent. Dans certains cas, on a constaté que c'était l'affaire des autorités et les communautés étaient un peu laissées en retrait. Donc ce n'est ni l'esprit ni la lettre de la loi. Concernant les concessionnaires forestiers, nous pensons qu'il est important de prévoir des délais de réalisation ou d'exécution des cahiers de charges contractuels. Et il est important également de prévoir des sanctions pour tous ces exploitants forestiers qui brillent ou qui ne veulent pas ou qui gagnent en temps pour exécuter les projets qui sont chers aux communautés et qui pourraient favoriser ou améliorer leurs conditions de vie. Toujours au chapitre des recommandations, nous pensons que le montant du fonds de développement local doit être calculé de manière transparente et que sur cette base, le pourcentage des appuis ponctuels soit identifié et évalué, que le pourcentage des frais de fonctionnement soit identifié et évalué et que la part allouée ou revenant au projet, n'est-ce pas, d'intérêt communautaire soit également évaluée entre les différents acteurs, n'est-ce pas, afin d'éviter, nous le disons encore, des suspicions quant à ce qui concerne la détermination, n'est-ce pas, des frais de fonctionnement des bureaux. Une recommandation concerne la continuité du service public. Nous pensons qu'il est nécessaire qu'à côté du préfet, il y ait un autre représentant de l'administration qui joue le rôle de vice-président et qui pourrait remplacer le préfet dans deux circonstances possibles. Premièrement, en cas d'indisponibilité prolongée ou alors en cas de décès, et qu'une fois l'absence ou l'indisponibilité prolongée, n'est-ce pas, constatée, que ce vice-président prenne les choses en main pour faire évoluer le processus.